Bonjour, voici la suite de mes vidéos faites dans les Alpes où je prends la fraîcheur, où je me suis réfugié. Je suis un des premiers réfugiés climatiques d'Occitanie dans les hauteurs pour l'été, en tout cas pour la saison estivale qui commence maintenant à partir de mai et qui termine on ne sait pas quand, qui nous a pas donné sa date de fin. Bon, on espère avoir des petits moments plus calmes pendant l'été, si c'est comme l'année dernière avec un début juillet frais. En attendant, je vous fais une vidéo, encore une fois, sur un sujet brûlant. Je ne sais faire des vidéos que sur des sujets brûlants. En tout cas, des sujets qui reconscientisent ou qui sont peu évoqués de cette manière-là d'habitude. Et aujourd'hui, je me suis senti vraiment l'urgence, j'ai senti vraiment l'importance et l'urgence de traiter ce sujet-là. Suite à l'écoute du discours du doyen de l'Assemblée nationale, du nouveau doyen de l'Assemblée nationale, qui est un ancien pied noir, donc un ancien colon d'Afrique du Nord, qui termine son discours larmoyant, ayant laissé sa France d'ailleurs, qu'on lui a privé, et, euh, et la moitié voire plus, les trois quarts de l'Assemblée nationale qui applaudissent à ce discours-là. Donc nous sommes en 2022. Nous avons encore donc un grand nombre de partisans nostalgiques de l'Algérie française. Et voilà, c'est par là que je vais commencer. Démonter un petit peu tout le mythe de l'Algérie française, car bon, qui a été bien évidemment démonté de différentes manières, en tout cas par le récit qu'a raconté lui-même le peuple algérien, les historiens algériens, les historiens français. Voilà, il y a eu plusieurs récits sur l'Algérie, mais malgré ces récits-là qui sont contradictoires, malgré ces récits qui sont traités par des historiens et de manière contradictoire, à part quelques historiens qui ont traité l'Algérie de manière plus, comment on va dire, plus pro-colonisatrice, qui justifiait la colonisation de l'Algérie. Donc moi, vous savez que je ramène tout et beaucoup de choses que je ramène à la légitimité des peuples, que je ramène au bien commun, que je ramène à l'idée, une espèce d'essentialisme. Qu'est-ce qui est vraiment important? Comment est-ce qu'on peut justifier telle ou telle chose? Et c'est souvent ce que je traite moi dans les différents sujets que je traite. Et l'Algérie française, c'est vraiment un sujet brûlant. C'est, on va dire, le, la marque du fer à cheval sur la peau de la France, car c'est un... Ben, l'Algérie française, les Algériens, on peut les comparer aux problèmes noirs américains. Pour moi, tel que je le vois, parce que c'est un pays que j'ai beaucoup connu, c'est un pays auquel je me suis intéressé très jeune, à l'âge de 17 ans. J'ai fait mon oral en histoire géo à 17 au bac en histoire géo sur le sujet de l'Algérie et de la guerre d'Algérie. Donc c'est un sujet qui m'a longtemps intéressé parce que j'aime bien tous ces pays qu'on diabolise ou tous ces pays auxquels on prête, on raconte un récit plutôt négatif. Et je m'intéresse beaucoup à ces pays-là. Et c'est vrai que l'Algérie portait cette marque-là. Alors l'Algérie, qui est un pays très proche de la France, hein, géographiquement, 600 km des côtes françaises, voire même moins pour le plus près, les points les plus près entre les deux pays. C'est proche de l'Espagne, évidemment. Donc un pays qui a connu une histoire, donc ça je l'ai fait dans une vidéo précédente, qui a connu une histoire très proche du reste de la Méditerranée occidentale. L'Algérie est inclus dans cet espace qu'on appelle le Maghreb étant une dénomination qui vient de l'arabe Maghrib, qui veut dire Occident. Et quand les Arabes sont arrivés sur ces terres-là, ont appelé cet espace, qui aujourd'hui est un espace bien agrandi parce qu'on lui a rajouté le désert, ont appelé cet espace Jaziret El Maghrib, ce qui veut dire l'île verte. Et ça s'explique parce que effectivement, les paysages du Maghreb sont des paysages verts et entourés au nord par la Méditerranée et au sud par le Sahara.
où on a une bande environ de 500 km entre la mer et le Sahara, qui était à l'époque des Arabes une zone très verte, qui aujourd'hui est une zone qui a été touchée par le réchauffement climatique et qui subit l'érosion, qui subit la déforestation, le surpâturage, etc. et qui ont créé des paysages plutôt stépiques et plus on va vers le Sahara. Donc voilà, pour en revenir un petit peu à ce phénomène algérien et la comparaison entre l'Algérie et les Noirs aux États-Unis, c'est qu'on a toute une et pourtant bon, on a toute une histoire, on a tout un récit qui s'est construit pour justifier la colonisation de l'Algérie. On a vu dans les vidéos précédentes, on a abordé un petit peu comment s'est faite cette colonisation de l'Algérie, une colonisation qui s'est faite sur cette marge de l'Empire ottoman qui était le Dey d'Alger, le Deylika d'Alger, puisque c'était une province, on va dire semi-autonome, voire presque autonome de l'Empire ottoman, et qui est connu par les écrits ottomans. Les Ottomans ont une culture écrite. Les Ottomans ont mis en place un système de prélèvement de l'impôt, donc de collecte de l'impôt et donc de calcul de l'impôt très efficace, qui leur a permis d'améliorer leurs recettes et d'améliorer leur organisation administrative. Et donc, il y a de nombreux écrits sur l'Algérie ottomane, sur le Deylika, de nombreux écrits qui ont été eux-mêmes tenus par le Deylika à l'époque de la régence d'Alger, qui est une période on va dire de presque d'autonomisation de l'Algérie par rapport à l'Empire ottoman et qui débute à partir du XVIe siècle. Cette période de la régence d'Alger va voir un pays quasiment autonome qui va passer des traités avec d'autres pays, qui va aussi mener guerre contre d'autres pays, qui va s'allier à d'autres pays pour mener des guerres, et ceci jusqu'à, on va dire, son affaiblissement en Méditerranée en tant que puissance navale, qui a lieu vers la fin du XVIIIe siècle avec vraiment l'émergence de la France et de l'Empire britannique sur la Méditerranée, qui avait d'autres terrains de bataille dans le reste du monde, notamment en Inde, notamment en Amérique, et la France ayant subi de nombreux échecs dans ses tentatives de colonisation dans ces endroits-là, en Amérique et en Inde, s'est repliée sur cet espace méditerranéen qui était un espace stratégique à la fois terre de passage pour rejoindre la mer Rouge et ensuite l'océan Indien, et à la fois un espace commercial très dense qui était, on va dire, empêché par les puissances navales et commerciales qu'étaient le Deylika d'Alger, celui de Tripoli, celui de Tunis, le Royaume du Maroc, et puis Gênes et Venise, qui ont connu aussi un rapide déclin à partir du 15e, 16e siècle. Et qui se sont ensuite effacés dans l'espace méditerranéen. Donc on a là un Deylika qui est un pays quasi autonome et sur lequel on construit toute une histoire pour justifier son invasion. Le rapport avec les Noirs d'Amérique, c'est qu'il n'y a pas dans l'histoire de la colonisation française d'exemple à proprement parler de pays où on raconte un récit qui dénie autant, qui va à l'encontre des archives, qui va à l'encontre du savoir historique qui s'est construit sur un espace, sur un territoire, sur un pays, et qui continue jusqu'à aujourd'hui au détriment même du savoir et des connaissances simples sur l'Algérie. Alors, il y a le pays, l'Algérie, son invasion, sa colonisation, les guerres qui ont continué en Algérie, même après la soi-disant pacification en 1870, des guerres qui ont continué dans le sud, qui n'était pas au départ algérien, ce sud-là, qui a été raccroché à l'Algérie. Dans le sud, des guerres qui ont continué jusqu'à 1910-1920, du côté de Janet, dans le Hogar, et qui donc ont fait que la pacification réellement en Algérie aura pris vraiment beaucoup de temps. Donc pacification entre guillemets, c'est-à-dire on fait taire les gens et on fait taire les populations pour les inscrire dans un projet qu'ils n'ont pas demandé. Et le rapport toujours donc avec les Noirs d'Amérique, c'est qu'il n'y a pas de peuple qui a été colonisé par la France qui ait subi autant
de déshumanisation que le peuple algérien. Alors, autant pendant la colonisation qu'après la colonisation. Donc, on le voit au travers de ce rapport qu'avait le colon par rapport aux Algériens. Le colon, bien sûr, qui lui n'est pas sort pas, il n'a pas fait l'ENA, il sort pas des grandes écoles, il est arrivé là on lui a dit, voilà, il y a des terres qui sont disponibles en Algérie, c'était pas des gens qui étaient très éduqués généralement, bien qu'il y en ait eu, évidemment, il y a eu des classes plus éduquées, des professions intermédiaires, des professions, des classes supérieures qui sont parties en Algérie, qui ont été enseignants, qui ont été des cadres, cadres de l'administration, il y a eu aussi des chercheurs qui sont partis en Algérie dans de différents domaines, hein, des ingénieurs pour des chaussées, les travaux, l'aménagement agricole, l'aménagement hydraulique, etc., à la française, qui a été fait en Algérie, puisque évidemment, l'Algérie avait déjà tout son système d'aménagement hydraulique, son système d'aménagement du territoire, puisque c'est une terre qui à la fois hérite du savoir arabe en matière d'aménagement, qui avait une grande avance, qui a profité aussi, notamment en Andalousie, sur les techniques d'irrigation, sur les aménagements agricoles pour rentabiliser l'utilisation de l'eau. Et ces techniques-là étaient connues depuis longtemps en Algérie et avaient été utilisées. Et puis bon, voilà, on a un aménagement à la française qui est pratiqué en Algérie et qui va réorganiser tout l'espace au profit du colonisateur. Encore une fois, colon qui ne réalise pas tellement sa condition, qui ne réalise pas tellement ce qu'il fait. Alors, une partie des colons réalise quand même ce qu'il se passe. Hein. Je pense que le peuple français ou même les Italiens qui sont venus ou les Espagnols ont quand même reçu dans leur culture ces notions d'égalité, ces notions d'exploitation. Mais malgré tout, il y a cette dissonance dans les cultures française, européenne et italienne entre ce savoir de la justice et des inégalités et cette justification de l'exploitation d'autres peuples, d'autres pays et d'autres hommes, d'autres humains. Et c'est pour ça qu'il faut en passer par cette déshumanisation. Donc, cette déshumanisation a eu lieu, bien sûr, pour une grande partie de l'Afrique, le peuple noir, pour le reste des colonies françaises, que ce soit l'Indochine, que ce soit Haïti, les possessions qu'il y a aujourd'hui l'héritage des dom-toms actuels, tous ces peuples-là ont connu une déshumanisation, c'est-à-dire que on les a disqualifiés, on les a descendus du rang humain pour les amener à autre chose et justifier qu'on puisse profiter d'une main-d'œuvre gratuite, spolier des terres, spolier des richesses, etc. Et donc avec l'Algérie, c'est quand même un cas vraiment particulier puisque on se trouve face à une ancienne puissance, on se trouve face à un pays qui a un État organisé, un État structuré, un État qui est géré évidemment en partie par l'Empire ottoman, alors surtout entre le XVIe et le XVIIe siècle, ensuite qui va être, comme je vous l'ai dit, davantage autonome, qui va avoir sa propre organisation, avec toujours l'appui de l'Empire ottoman quand il faut, avec toujours bien sûr ces contacts et cette diffusion des savoirs et techniques qui allaient et qui venaient entre le Dey d'Alger et le reste de la Sublime Porte, l'Empire ottoman. Et donc voilà, on a quand même un État qui est structuré. C'est un peu, alors je dirais un peu, c'est pas le cas unique, évidemment. Quand on va en Indochine, on avait des États relativement structurés, bien que en déclin par rapport à ce qu'avaient été ces États-là des siècles auparavant. Le royaume d'Angkor, au Laos, on avait des organisations monarchiques qui étaient puissantes. À l'époque, bien avant, donc bien des siècles avant l'occupation française et qui a connu un déclin comme ont pu connaître certaines régions du monde. On a effectivement des régions qui ont connu un déclin, mais le fait qu'elles aient connu des déclins ne justifie pas une colonisation. Si on prend le cas par exemple de l'Égypte, l'Égypte avant l'invasion de Napoléon Bonaparte en 1798, qui n'était pas cette fois-ci en tant qu'empereur, mais en tant que général, l'Égypte a connu un déclin, a connu un ralentissement de son économie à partir de 1700
1750. Elle avait connu différentes époques sous les Ottomans, avec un réveil à l'époque du commerce du café, un réveil à l'époque du commerce du coton, de différentes époques, en tout cas dans son histoire, qui ont été vraiment florissantes. Mais on a des cas, et on le voit au travers de l'étude du port d'Alexandrie, on voit qu'à partir de 1750, on a un déclin dans les activités, on a un déclin dans l'occupation humaine, puisque les gens sont partis ailleurs faire autre chose, parce qu'il y avait moins d'activités dans le port. L'essentiel des activités se trouvait davantage en plus au Caire et sur la vallée du Nil, en tout cas pour les activités agricoles. Donc quand les fonctions commerciales diminuaient, les gens se repliaient sur d'autres fonctions, ou bien s'exilaient dans d'autres pays, puisque l'Empire ottoman était vaste et qu'il y avait une grande circulation dans l'Empire ottoman. Preuve en est que suite à l'invasion de Napoléon Bonaparte en 1798, il est resté 3 ans, 4 ans dans le pays. Cette invasion s'est terminée en 1803 et qui s'est faite grâce à un Albanais qui est venu et qui est devenu général, qui est venu d'Albanie et qui était bien sûr parti de l'Empire ottoman, qui était un simple pêcheur, hein, et qui a fait une carrière militaire dans l'Empire ottoman et qui s'est retrouvé à Alexandrie et qui en tant que général et qui a fait cette reconquête de l'Égypte très rapide et qui a mis Napoléon dehors. L'idée à la base, à l'origine de l'invasion de l'Égypte était aussi pour sécuriser les apports en blé. Il faut savoir que la France post-révolution a du mal à avoir une autosuffisance alimentaire, et notamment en céréales. Alors, surtout le céréales, le pain est quand même très important en France, pas qu'en France d'ailleurs, c'est quand même une base de nourriture dans la plupart des pays du monde. Mais c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose de très symbolique, le pain, et un peu l'équivalent de l'oignon en Inde, hein, si tu touches au pain. Et donc il fallait sécuriser ces apports-là, il fallait sécuriser en blé. Et en même temps, Napoléon avait quand même comment dire, cet impact qui était énorme dans les pays où il allait. C'est qu'il provoquait généralement un électrochoc. Il amenait avec lui des ingénieurs et des scientifiques. Et quand il est venu à Alexandrie, il a provoqué cet électrochoc. Cette rencontre entre ce Méhémet Ali, qui était cet Albanais, et les troupes de Napoléon, l'occupation de l'Égypte par Napoléon, a provoqué ce réveil de l'économie, de la sphère égyptienne, de la civilisation égyptienne de l'époque. En à peu près 10 ans, 15 ans, l'économie égyptienne s'est dotée d'écoles polytechniques, s'est dotée d'industrie navale, d'industrie du coton, et est devenue la 7e puissance économique en l'espace de 10-15 ans. Vers 1920, vers 1820, excusez-moi, vers 1820, l'Égypte devient la 7e puissance économique mondiale. 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, plutôt, en 1835, et cette Égypte qui dérangeait l'Empire ottoman puisqu'elle elle était devenue indépendante, s'était totalement émancipée et commençait à conquérir des pays voisins, est devenue dérangeante. L'Empire ottoman, les Britanniques et les Français ont mené une coalition devant le port d'Alexandrie en 1835, et aussi parce que l'Égypte bloquait l'accès au canal l'accès à Suez et donc l'accès à la mer Rouge, et donc le commerce vers l'Orient par voie terrestre et puis par le transport qui se faisait de la Méditerranée à la mer Rouge, transbordement. Et donc on a eu un coup d'arrêt à cette industrialisation de l'Égypte, mais c'est pas le seul coup d'arrêt qui a été porté dans les pays. De nombreux pays qui ont tenté de s'industrialiser hors Europe. Comme je vous l'expliquais aussi, on a cette conscience européenne qui a commencé à naître avec cette idée d'une Europe qui devait dominer le monde, et d'une Europe, cette conscience européenne unie, nous contre le monde, nous supérieurs, etc. Donc voilà, ça c'était un aparté pour l'Égypte. Revenons à l'Algérie. Et l'Algérie est son cas particulier, donc encore une fois, une Algérie qui a tout un...
Encore une fois, donc, je disais, une Algérie qui a tout un système économique riche, qui paye son tribut à l'Empire ottoman, un commerce qui est florissant, des commerçants d'Alger qui ont qui sont détenteurs de la dette française avant 1827, l'invasion de l'Algérie par la France, et puis toute une agriculture sur cette bande côtière de 500 km, donc énorme bande côtière, hein, de 500 km, fertile, agricole, céréalicole, qui fournit différents pays de l'Europe occidentale, en blé, en orge, en différentes céréales, donc avec des conditions climatiques parfaites, une pluviométrie moyenne entre 350 et 600 sur les hauts plateaux, et donc qui était propice à toute la céréaliculture. Et puis sur les ports, différents ports de pêche et différents ports de commerce. On a tout un chapelet entre les hauts plateaux et puis les ports, différents ports, les villes côtières. Euh, tout cette tout cet héritage de villes qui sont des villes melting pot, qui sont des villes de passage, qui sont des villes refuges aussi, durant tout le Moyen Âge européen et durant toute la Renaissance, où de nombreux réfugiés politiques vont vivre dans des villes comme Alger, Oran, pour justement la tolérance par rapport à leurs opinions politiques, où ils peuvent continuer leur œuvre, et puis quand ils redeviennent persona grata dans les pays dont ils sont originaires, et généralement c'était la France, se repartent en France pour diffuser ou pour imprimer leurs œuvres. On a aussi cet héritage dans toutes ces villes-là, de ces populations espagnoles, musulmanes et siciliennes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont été expulsées lors des différentes reconquistas pour l'Espagne, et puis il y a eu l'expulsion en Sicile, je ne sais plus en quelle année, ça devait être vers 1250, et qui donc ont formé de véritables communautés pendant longtemps, qui ont porté des noms spécifiques, les noms bon, je sais plus, les Andalous, ouais, c'était les Andalous, et puis les Ciclis. Alors ça, c'est un terme qui est beaucoup moins connu, et dont sont héritiers des gens comme Enrico Macias, etc. Même si Enrico Macias est aussi mélangé avec des colons espagnols qui sont venus, mais ces juifs espagnols qui sont issus de la Reconquista, donc de nombreuses communautés juives qui ont été hébergées, parce que justement les pays d'Afrique du Nord étaient des pays tolérants envers les populations juives et envers toutes les autres, tous ceux qui venaient en tout cas s'y réfugier. Euh, et puis, oui, ces musulmans expulsés également, les Morisques expulsés d'Espagne et de Sicile, comme j'ai cité tout à l'heure. Donc on a ces villes qui sont melting pot, et des villes qui sont passages, qui sont le creuset aussi de passage de toutes les populations conquérantes, occupantes depuis l'Antiquité, donc les Phéniciens, les Romains, les Grecs, et puis il y a eu aussi de petits intermèdes français, espagnols, vers le 15e siècle, 16e siècle. On a les Vandales qui sont passés, on a vraiment tout un melting pot de populations qui généralement s'installaient dans les villes et se sont fondus avec les populations dans les villes. Donc le résultat, c'est que dans les villes du Maghreb, on a ce mélange de populations. On a aussi ces populations d'origine subsaharienne qui sont venues et qui ont occupé les oasis lors de la formation des oasis. Alors ça, c'est plus dans le Sahara, mais qui sont remontés et qui ont fini par remonter dans le nord, puisqu'il y avait cette pratique de l'esclavage dans le Maghreb, et donc ces populations noires certains ont été affranchis et qui sont aussi mélangés aux populations, et donc qui ont formé les villes du Maghreb, sont ce creuset et cette rencontre de toutes ces populations qui ont traversé. Tandis que les campagnes, elles, sont plus des témoins, on va dire, des populations, sont des témoins plus lents des passages des populations. Elles ont connu bien évidemment différents mélanges, les apports arabes, les apports
d'autres pays, les apports d'Afrique subsaharienne, les Vandales, etc., mais dans une moindre proportion, puisque c'était des espaces plutôt pas de passage, les montagnes, des espaces difficiles d'accès, avec un peu comme partout dans le monde, dans les montagnes, les populations qui restent proches des populations originelles. Et donc c'est ce qu'on qualifie aujourd'hui de populations kabyles, entre guillemets, qui sont en réalité des populations berbères, qui ont connu des mélanges moins forts que dans les villes, donc où on voit des populations effectivement, mais peut-être c'est plus un mythe, ça resterait plus à vérifier du côté scientifique, des populations plus claires, des blonds aux yeux bleus, ce qui peut-être est possible de trouver, ce sont des villages où on trouve effectivement une forte proportion de gens blonds aux yeux bleus du fait de la forte endogamie et des gens qui ne se mélangeaient qu'entre eux et avec des populations en altitude, donc effectivement un climat frais et qui ont favorisé le blondisme et un certain type de yeux bleus, etc. Des populations qui étaient blanches, qui venaient du Proche et Moyen-Orient, comme je l'ai expliqué aussi pour une partie du reste de l'Europe. Donc on a ces populations qui sont là, qui sont installées depuis des années. Pour revenir un petit peu toujours à cette spécificité, j'explique un petit peu tout le contexte algérien, la population, la formation de la population. Donc on se retrouve face à une en 1827, cette histoire de soufflet d'Alger, qui est une histoire qui est très célèbre, puisque le consul à cette époque-là avait reçu le consul français avait reçu une demande de la part des commerçants d'Alger, dont une partie de commerçants juifs d'Alger, qui réclamaient le remboursement de la dette, parce que la France voulait faire une nouvelle livraison de blé, mais n'avait pas honoré ses dettes précédentes et était en défaut de paiement. Et donc se retrouver face à des commerçants qui n'étaient pas contents et qui réclamaient le remboursement de la dette, ou du moins un remboursement en partie pour avoir davantage de garanties. Et le consul d'Alger, ayant été énervé de la manière dont le Daï d'Alger lui a exprimé cette requête-là, il faut voir qu'on a une situation qui est différente de celle qu'on avait au 19e siècle, au XVIIIe siècle. On a une Algérie qui est plus faible militairement, qui est plus faible économiquement, l'Empire ottoman lui-même qui commence son déclin. On a une France qui s'affirme au niveau international, qui est une puissance coloniale qui s'étend de plus en plus en Afrique, sur les côtes africaines. Et donc les rapports de force ne sont pas les mêmes. On a d'un coup donc un consul qui reçoit des informations et qui se met à être très énervé, très arrogant, comment ça, et qui, face à cette réaction-là, on a un Dey d'Alger qui lui fait un soufflet, c'est-à-dire qui prend son gant. Alors c'était très cérémonial, hein, ces choses-là de l'époque. Hein. Je sais pas, rappelez-vous, en Angleterre, aux États-Unis, ces duels avec des pistolets où ils se mettaient dos à dos et chacun il faisait 10 mètres, il se retournait et il s'envoyait enfin, il se tirait dessus, quoi. Ou des fois les deux étaient tués. Donc on avait ces cérémoniales à l'époque-là et donc voilà ce qui s'est passé. On a un Dey d'Alger qui sort son gant et qui agite son gant devant le nez du consul français. Et ça, c'est l'histoire du soufflet, qui est vécu comme une provocation. Du moins, on cherche un prétexte. Hein. C'était la première justification des armes de destruction massive, on va dire. Ça a été vécu comme un tel camouflet de la part de la France, qui en réalité ne cherchait que justification pour pouvoir envahir l'Algérie, qui avait déjà un plan pour envahir l'Algérie à cette époque-là, et qui voulait sécuriser son apport en blé, comme elle l'avait fait avec l'Égypte, mais n'ayant pas réussi. L'Algérie étant vue comme l'espace le plus propice et le plus proche de la France et le plus propice à la réalisation de cette colonisation et à la sécurisation, et avec des terres arables très riches, puis c'est des terres rouges, notamment dans l'Oranais, des terres ferrugineuses qui étaient vraiment très riches, quoi, hein, propices à la culture du vin, etc. Et donc vraiment, tout ça n'était qu'une justification. Et donc suite à ça, on a le blocus d'Alger, un blocus d'Alger qui va durer, alors là, peut-être que je risque de me tromper, le blocus d'Alger va durer 3 mois. Et au bout de ces 3 mois, Alger cède, et puis ensuite la conquête de l'Algérie se fera en 3 ans.
en tout cas l'Algérie du Nord, celle qui justifie en tout cas l'appellation d'Algérie. À l'heure actuelle, il faudrait pas dire ça aux gens du désert et tout ça, mais en tout cas à l'époque, c'était l'Algérie. C'était le Dey d'Alger, qui correspond à l'ancien limès romain, qui correspond aux limites aussi de la Numidie, à tout ce qui était cette occupation historique. Alors voilà, on a à partir de cette époque-là tout un discours qui est formé, qui a l'air de dire mais non, en fait, nous nous sommes installés sur des terres vides. Voilà. On tombe des nues, en fait, quand on entend ça, quand on a un peu de connaissances et de savoir sur l'Algérie, sur l'Afrique du Nord. On tombe sur des terres nues, on tombe sur des terres vides d'habitants, on tombe sur des terres peuplées de gens qui ne sont pas civilisés, qui savent pas exploiter la terre, qui savent rien faire de leurs 10 doigts. Voilà, on a vraiment la construction d'un discours aberrant, d'un discours qui se retrouve encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a eu ce questionnement qui a été posé par le Nouvel Observateur, je crois. Donc j'ai participé à la discussion sur est-ce que l'Algérie était une nation ou n'était pas une nation. Mais j'ai envie de dire, moi, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans les commentaires, mais on s'en fout. On s'en fout que l'Algérie soit était ou n'était pas une nation. L'Algérie était un espace géographiquement habité, occupé, d'une certaine densité. C'était à peu près 4 millions à 4 millions d'habitants. 4 millions d'habitants, c'est un espace faiblement, c'est 10 fois moins que ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Mais c'était aussi ce que permettait le territoire. Il faut savoir qu'avant, les populations, la densité des populations généralement était liée à ce que pouvait produire les terres et ce que pouvait produire le sol. Si les terres n'étaient pas propices et que la population augmentait, les gens émigraient dans d'autres pays vers des terres plus propices. L'exemple est que, par exemple, dans les pays asiatiques, les densités des pays asiatiques, à l'instar des pays du nord, ouest de l'Europe, les Pays-Bas, par les aménagements hydrauliques et agricoles, ont permis des densités de population qui étaient supérieures à 200 habitants. Et c'était le cas aussi en Asie, où les densités de population étaient supérieures à 500 habitants, voire 1000 habitants dans certaines régions rizicoles, très arrosées, et donc qui étaient propices à une agriculture et une alimentation riche. Et notamment, la culture du riz a permis l'installation et la densification des populations, avec une Inde qui, pendant des milliers d'années, a dépassé les 300 millions d'habitants. La Chine, idem pour la Chine. Et c'était des populations c'est un niveau de population qui est énorme. Qui est énorme. La France a connu effectivement une augmentation de sa population pour arriver vers 20 millions, 30 millions d'habitants au XVIIe siècle, et puis a augmenté aussi progressivement sa population pour arriver à 40 millions d'habitants environ avant la Seconde Guerre mondiale, et enfin dépasser cette population-là et arriver à 70 millions aujourd'hui, conjugué de l'effort démographique, mais aussi de l'immigration. Voilà, on a des populations qui, forcément, dans le passé et selon le milieu, étaient beaucoup plus faibles. Et en Algérie, effectivement, on était à peu près à 4 millions d'habitants. Donc 4 millions d'habitants sur un espace qui à la fois était exploité au niveau agricole, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la pêche, les activités commerciales, etc. Donc rien. Mais rien ne justifiait que ce soit une nation, que ce soit pas une nation, parce qu'on s'en fout de la nation. La nation est une construction récente et quelque part liée à la bourgeoisie également. L'idée de nation, c'est l'idée de la grandeur d'un espace auquel on affecte un nom, auquel on affecte des contours, et on dit, bon ben voilà, là, on a un espace qui a un projet, mais ce projet généralement n'est pas façonné avec le peuple. C'est un projet orgueilleux, un projet de monarque, un projet de bourgeois, un projet de voilà qui a été relayé en tout cas. C'est un projet de monarque au départ, la nation française sous Louis XIV, qui a été relayé par la République. Voilà, on a cette idée d'une nation qui doit être, qui se sent supérieure aux autres, qui doit assurer ses intérêts par rapport aux autres, et qui pour assurer ses intérêts est prêt à faire tout et n'importe quoi. Alors voilà, ce qui ne veut pas dire que dans le passé il n'y ait pas eu des guerres, évidemment, il y a eu de nombreuses guerres et de nombreuses exploitations, sauf que la différence c'est que dans l'histoire passée, on ne retrouve pas un tel régime de colonisation.
C'est-à-dire que, on l'a vu précédemment par rapport à l'Empire romain, même s'il devait maintenir des populations, maintenir, je veux dire, il devait entretenir Rome qui avait 1 million d'habitants. 1 million d'habitants à cette époque-là, c'est énorme. C'est le maximum qu'on puisse avoir pour une ville à l'Antiquité. Et ce million d'habitants n'a pu être maintenu que par l'approvisionnement de toutes les provinces de l'Empire romain. Donc comprenant tout le pourtour méditerranéen, la Gaule, et puis ensuite les îles britanniques et l'Allemagne, plus la Roumanie, l'Anatolie, bon voilà, le pourtour méditerranéen. Donc on a, pour entretenir une ville d'1 million d'habitants, il fallait, pour cela, faut savoir qu'une ville est très énergivore et très gourmande pour assurer son alimentation, puisqu'elle n'a pas de proprement parler, elle a très peu de terres arables, surtout les villes de l'époque qui étaient des villes très compactes et qui ne laissaient peu de place à l'agriculture. L'agriculture se trouvait en dehors des villes, et donc pour ce faire, il fallait effectivement, et puis Rome était aussi gourmande en produits exotiques et il fallait l'abonder de différentes cultures, différentes épices, métaux, animaux, etc. Et donc, mais l'Empire romain était un empire qui, quand il s'étendait, était un empire civilisateur, c'est-à-dire que, civilisateur entre guillemets, il y avait des civilisations avant l'Empire romain, mais l'Empire romain a annexé différents royaumes qui étaient déjà organisés et les a annexés pour former un continuum autour de la Méditerranée, et a apporté et a contribué à l'enrichissement du savoir, des sciences, à la mise en œuvre d'une organisation administrative, pareil, un continuum sur tout l'Empire romain, l'organisation de l'impôt, et puis l'aménagement des routes, l'aménagement hydraulique, l'aménagement agricole, tout ça qui s'est réalisé sous l'Empire romain et a donc développé toutes les zones qui ont été conquises par l'Empire romain. Les Arabes ont fait la même chose, les Ottomans ont fait la même chose. Même, on va citer le cas récent, justement, que je citais tout à l'heure, Napoléon, bien que ce soit un petit peu les débuts de cette déperdition, en tout cas de cette mutation dans cette manière d'occuper les territoires. Napoléon, lui, a créé de véritables révolutions dans les pays qu'il a envahis, puisqu'il a amené avec lui toute une administration, un basculement scientifique, une méthode, développement d'écoles polytechniques, et puis voilà, c'est la nécessité de développer l'industrie d'une certaine manière. Voilà, il y avait toute une manière de faire avec Napoléon qui a profité quelque part aux pays qui ont été conquis par Napoléon, bien que tout ça ce soit encore critiquable sur la violence qui était opérée à l'époque. Mais voilà, différents royaumes, différents empires ont contribué à une avancée civilisationnelle. Je continue en prenant d'autres exemples. On a le cas des Mongols quand ils sont arrivés en Chine. Alors les Mongols étaient quand même un peuple, c'était des hordes, hein, c'était des gens qui venaient d'Asie centrale. Alors peut-être que j'exagère en disant que c'était des hordes. Ils avaient leur civilisation, ils avaient leur manière mais voilà, c'était des nomades et qui se sont mis à la rencontre de peuples sédentaires. Et cette rencontre ne s'est pas faite évidemment sans heurts. Ils avaient des manières un peu rudes des steppes face au raffinement chinois de cette époque. Mais les Mongols rapidement ont compris l'intérêt du développement des savoirs et des techniques. Eux-mêmes recevaient la diffusion des savoirs et des techniques en provenance de Chine, d'Asie centrale, d'Inde, d'Europe, du monde arabe, et eux-mêmes avaient déjà cette conscience avant d'envahir la Chine de l'intérêt de développer les techniques, et vont
eux-mêmes développé certaines techniques, comme la poudre à canon, l'utilisation de bombes, de bombes artisanales qui explosaient et qui a été un des facteurs qui a permis l'invasion de la Chine. Voilà, et puis après, ils se sont inspirés de ce que les Chinois aussi leur ont apporté. Donc quand les Mongols ont envahi la Chine, ils n'ont pas réduit la Chine en esclavage. Ça a été une fusion de la culture mongole avec la culture chinoise pour en faire quelque chose de profitable. Ils ont avancé davantage quand les Mongols sont arrivés en Chine et les Chinois eux-mêmes ont avancé de cette invasion mongole. Donc on a vraiment très peu de cas dans l'histoire de l'humanité où une colonisation en réalité rend plus pauvre un pays que ce qu'il était et rend plus pauvre, plus dépourvu, démuni, enlevé de ses capacités scientifiques, enlevé de ses capacités actives, capacité d'agir sur son environnement, d'aménager, d'optimiser l'occupation des sols, d'optimiser la production agricole, artisanale, industrielle. Et tous ces pays-là ont été dépossédés de ça. C'est ce qui fait vraiment la spécificité de la colonisation capitaliste, mercantiliste capitaliste, puisque ça s'est passé sur ces deux périodes-là. Le mercantilisme qui est une période qui précède le capitalisme, on a cette formation de cette idée du capital et de réaliser un profit commercial un peu à tout prix et qui naît vers cette époque-là. Donc l'Algérie, encore une fois, est vraiment emblématique de ce que c'est vraiment un pays qui est proche, culturellement, dont on a des témoignages au fur et à mesure de l'histoire. Les échanges commerciaux sont nombreux entre les ports d'Alger et le port de Marseille, et les ports d'Espagne et les ports d'Italie, évidemment. Les échanges sont nombreux d'ailleurs avec la République de Gênes et de Venise, avec les républiques de Gênes et de Venise. Et donc on a un milieu qui est quand même connu. Et il a fallu totalement avoir ce travail de déshumanisation pour raconter tout ce récit qui finalement a ôté l'Algérie de tout ce qu'elle était, l'a vidée. Imaginez quelqu'un qui vient chez vous et qui finit par dire ben, Louis XIV n'a pas existé, la France n'était rien. La France n'était capable de rien faire. Euh, la France n'a pas mis en valeur son pays. La France était juste une annexe de l'Empire germanique, mettons. Voilà. Et une annexe qui n'était pas valorisée et dont l'Empire germanique avait envie de se débarrasser. Voilà le discours qu'on entend sur l'Algérie, par exemple, en disant l'Algérie n'était qu'une annexe de l'Empire ottoman et dont l'Empire ottoman avait envie de se débarrasser. Alors ça n'a pas du tout été ça, puisque l'Algérie était, comme je vous l'ai dit, quasi autonome par rapport à l'Empire ottoman. Il y avait la régence d'Alger qui se comportait comme un royaume, en fait, tout simplement. Le régent d'Alger, le Dey d'Alger, était avait capacité à passer des contrats commerciaux, des contrats d'associations militaires et stratégiques avec des pays, et puis et qui en a passé d'ailleurs de fort et symbolique, puisque on connaît aussi, et ça c'est souvent cité par les historiens pieds noirs, les accords qui ont été passés avec les États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, à partir du début du 19e siècle, sont rentrés en conflit avec les États barbaresques, puisqu'on les appelait comme ça, mais eux ne s'appelaient pas comme ça. Hein. C'était Daï d'Alger, Daï de Tripoli et Daï de Tunis. Et ils sont rentrés en conflit avec eux parce qu'il y avait effectivement ce tribut qui était payé aux États barbaresques, ce qu'on appelait la piraterie, qui en fait n'est pas de la piraterie, qui est les corsaires, le régime corsaire. Et le régime corsaire qui était pratiqué par tous en Méditerranée, qui, selon la puissance navale qu'avait le pays prélevait cette puissance navale, prélevait tribut sur les commerces qui passaient. Comme on prélevait tribut aussi à l'époque les droits de douane quand les gens circulaient de terre en terre dans différents pays. Et c'était exactement le même principe. Une puissance militaire forte prélevait tribut sur le passage en Méditerranée. Et cette concurrence
concurrence, et d'ailleurs c'était le principe de toutes ces concurrences commerciales. Tout le monde a prélevé tribut, enfin tout le monde, les grandes puissances ont prélevé tribut en Méditerranée. Mais par contre, ce qui était dérangeant, c'est qu'il y avait des puissances qui, elles, se développaient militairement et puis commercialement. C'était les États-Unis qui cherchaient de nouveaux débouchés commerciaux et qui voulaient commercer et qui voulaient avoir sa part de gâteau en Méditerranée. Et donc, les États-Unis payaient tribut quand ils passaient en Méditerranée et en ont eu marre de payer tribut quand ils sont passés en Méditerranée et ont essayé de passer différents accords qui n'ont pas été satisfaisants pour le Dey d'Alger et de Tripoli et accessoirement de Tunis aussi et donc qui ont été refusés. Et les États-Unis s'engagent dans une guerre. Oh, ça devait être vers le début du 19e siècle, je ne saurais pas vous donner la date exacte, et s'engage dans une guerre et finit par faire céder le Dey de Tripoli, puisque la guerre principale était menée contre le Dey de Tripoli. Et puis s'en suivra une série d'accords, donc ils ont perdu, et il s'en suivra toute une série d'accords avec les États-Unis sur soit l'arrêt du tribut, soit vraiment une diminution moindre, une diminution forte du tribut qui a été payé. Donc on a cette relation avec les États-Unis, donc on a tous ces témoignages en fait de la vie économique et de la vie politique et commerciale du Dey d'Alger à l'époque. Voilà. Alors bon, il y a beaucoup de travail. Moi, je vous invite de toute façon à faire vos propres recherches sur la question. Il faut savoir que bon, ce qui pêche un petit peu, tout le monde parle beaucoup de l'Algérie et beaucoup les pieds noirs qui essaient de s'emparer de ce récit-là. Il faut savoir que les pieds noirs, quand ils sont partis de l'Algérie, c'est pas un peuple qui a tiré leçon de cette présence en Algérie, qui aurait pu tirer leçon en se disant, en étant plus humble, en se disant, bon voilà, on a conquis une terre et aujourd'hui on comprend ce qui s'est passé. C'était pas chez nous et on est allé là-bas. On a vraiment, on s'est comporté comme ouais, comme des gens injustes, hein, voilà. Mais c'était bien sûr favorisé par l'administration française qui a, par exemple, les expulsions des meilleures terres, qui a ramené les populations agricoles vers les terres les moins fertiles, qui étaient très mal positionnées, en montagne notamment, et qui était très difficile à cultiver, donc avec des rendements faibles. Voilà, les gens restaient et se sont repliés sur une économie de subsistance alors qu'on était sur une économie commerciale, puisque les montagnes et puis les plaines agricoles, la plaine de la Mididja notamment, qui est une plaine qui va de la Kabylie en passant par Alger jusqu'à la ville Tipaza, là, voilà, les ruines romaines qui sont très célèbres de Tipaza. On a cette plaine de la Mitidja qui est une plaine très fertile. Bon, après, on a une plaine aussi du côté d'Oran, etc. Et qui est une plaine qui a été, ces meilleures terres-là ont été occupées et qui a été exploitée à fond pour que les denrées agricoles soient exportées vers la métropole. Donc, voilà, on a cette population qui aurait pu se dire, voilà, on fait mea culpa, on se rend compte que on a été un peu des pions nous-mêmes dans tout ça, et on comprend. Et à ce moment-là, effectivement, si les pieds noirs avaient eu ce positionnement-là, je pense que, et certains l'ont eu d'ailleurs, hein, puisque certains sont restés en Algérie et ont défendu l'Algérie, ont défendu, comment dire, une Algérie indépendante, et se sont même battus pour une Algérie indépendante. On a eu de nombreux communistes aussi qui ont participé aux côtés du FLN dans cette guerre-là. On a des écrivains, là moi je saurais plus vous citer exactement les noms, mais des écrivains célèbres qui ont été, je sais pas si c'est pas Albert Camus, mais d'autres, hein, qui ont pris position à cette époque-là. Bon, de nombreux intellectuels français en France, évidemment, parce que la guerre d'Algérie s'est passée sur deux terrains, même si elle a été plus discrète en France, elle s'est quand même aussi passée en France, avec de nombreuses manifestations, avec des relais financiers qui ont été faits aussi entre des réseaux secrets qui ont été faits en France aussi, hein. Voilà, tout ça faisait partie de la guerre d'Algérie, qui a eu différentes dynamiques officielles, secrètes, etc. Donc
Voilà, mais on n'a pas eu, pour revenir à ces pieds noirs, on n'a pas eu ce mea culpa qui a été fait. On a eu au contraire des gens qui ont été, et c'est un petit peu normal, parce qu'ils ont dû partir de suite et qu'ils ont dû tout laisser, mais qui se sont quand même comportés comme des personnes très capricieuses, dans le sens où, bon, bien sûr, on occulte les gens qui ont eu des morts, dont la famille a été tuée, ou par le FLN, ou des choses comme ça, donc ça, effectivement, ça se comprend. Mais après, que les gens, quand ils perdent tout, soient énervés, ça se comprend. Mais après, on prend un certain recul. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, on reste pas dans une espèce d'obstination à se dire, voilà, mais on a été chassé de nos terres, c'était chez nous, et on a été comme ça expulsé, c'est totalement injuste, ces Arabes, machin, machin, machin. Et les Pieds Noirs ont construit tout un discours autour de ça, un discours de haine, hein, et les Arabes par-ci, et les Arabes par-ça, par-là, on a tout fait, on a tout construit, on a fait les meilleures choses, mais ne se sont jamais posé les questions de savoir si déjà le peuple algérien avait demandé à ce qu'on fasse des choses pour eux, à ce qu'on vienne occuper leurs terres, à ce qu'on place des infrastructures, même si ces infrastructures-là, effectivement, ont été des infrastructures modernes, mais l'Algérie aurait pu s'équiper toute seule parce qu'il y avait un grand mouvement mondial à la même époque, et il faut que la France arrête de se prendre pour le grand sauveur. À la même époque, on avait le royaume du Tibet qui s'équipait en infrastructures, chemin de fer, routes. On avait la Thaïlande, le royaume de Siam, qui s'est équipé de la même manière, qui a eu sa voie construite de chemin de fer début du XXe siècle ou fin du XIXe. On a eu l'Empire ottoman qui a construit bien évidemment l'Orient Express, une ligne de chemin de fer qui allait jusqu'à dans le Hijaz en Arabie Saoudite. Voilà, c'est une vision qui, à un moment donné, justifie, mais c'est une vision, bien sûr, évidemment, partiale. C'est pas une vision qui place les peuples en priorité, la légitimité des peuples à être ce qu'ils sont, où ils sont, sans avoir à justifier d'être nation ou pas nation. Si on prend le cas de l'idée de nation, encore une fois, parce que là je revenais sur l'idée de la nation, l'idée de nation est une idée qui a été construite en Europe à un moment donné, influencée par l'émergence de sciences politiques et de sciences sociales, de l'ethnologie, de l'anthropologie, et pour former cette idée que la nation serait le projet d'un peuple et qui... voilà, donc ça j'en ai déjà parlé. Et donc, est-ce que euh, les populations qui vivaient sur le territoire de l'Algérie, de la régence d'Alger, avaient besoin de se sentir nation pour exister? Est-ce que les différentes parties du Saint-Empire germanique qui étaient encore sous un système féodal d'allégeance et de suzeraineté, etc., et qui est l'Empire germanique, le Saint-Empire germanique qui était morcelé, est-ce que l'Italie qui était, les différents royaumes d'Italie qui étaient morcelés et qui donc ne pouvaient pas être considérés comme des nations, avaient légitimité à exister ou à être envahis? Pourquoi d'ailleurs est-ce que dans ce cas-là, on n'aurait pas envahi l'Italie et les royaumes d'Italie en se disant le royaume des deux Siciles, le royaume de Naples, etc. Pourquoi est-ce que ces royaumes-là n'ont pas été envahis? Voilà, donc on est capable de tout justifier, de dire tout et n'importe quoi pour légitimer quelque chose. Et aujourd'hui, dans notre pays, et on trouve toujours ces gens-là, parce que les pieds noirs se sont enfermés dans ce discours de mépris, de mépris qui va loin, hein, de haine. Ce sont des gens qui forment des lobbies très puissants, couplés aux lobbies pieds noirs juifs, qui aussi a développé cette même rancœur, cette même animosité, alors que c'est des populations qui étaient présentes depuis jusqu'à 800 ans pour les plus anciennes, puisque les premiers départs d'Espagne ont mené les populations juives jusqu'en Afrique du Nord, même si certaines sont restées en Andalousie et d'autres sont parties. Et donc, ces terres-là qui ont accueilli les Juifs ont vu ces Juifs pieds noirs quand ils sont partis en Europe. Euh,
qui sont devenus pieds noirs par l'intégration à la nation française officielle, et cette intégration que les Algériens n'ont pas eue, puisqu'il y a eu le décret Crémieux qui est passé en 1871 et qui a donné la nationalité française aux Juifs d'Algérie, qui étaient pourtant des Juifs de différentes origines, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les Juifs d'Algérie, il y a les descendants d'Espagne, de l'époque des Juifs espagnols, comme je vous dis, d'il y a 800 ans. Il y a les descendants des Juifs d'Algérie qui sont là depuis des milliers d'années. Il y a des Juifs espagnols plus récents qui étaient venus et d'autres Juifs qui étaient venus. Et donc on a toute cette population-là, dont une partie qui effectivement est originaire du coin, hein, mais qui eux vont recevoir ce statut cette nationalité française et ce statut d'égalité avec le reste de la France, alors que l'indigène, lui, n'a pas ce statut-là. Il est étranger dans son propre pays, il a un statut inférieur dans son propre pays, et en lui, et aujourd'hui, voilà, on a ce lobby pied noir qui entretient ces idées complètement absurdes, ces idées qui, quand on les décortique, ne tiennent pas la route. Tiennent pas la route. On prive à des peuples la légitimité à être eux-mêmes et à pouvoir être libres et indépendants. Ce qui voudrait dire qu'on refuserait aujourd'hui au peuple kurde, et que cette légitimité-là dirait que oui, le peuple kurde n'a pas légitimité à être une nation ou un peuple. Ou même, prenons le cas justement de l'actualité très brûlante, prenons le cas de l'Ukraine, qui est une partie, qui est le cœur et le berceau de l'Empire russe, n'aurait pas vocation à être une nation. Donc toutes ces considérations-là sont forcément des considérations partisanes qui sont faites parce qu'on ne réfléchit pas avec le peuple par le bas et pour le peuple sur ce que réellement les gens ont envie de faire, quels projets ils ont envie de faire. Si on donne une importance à cette idée de la nation, considérons plutôt la nation comme un projet, dont les limites n'ont pas vocation à être forcément grandes. Peut-être balayons l'idée de la nation pour en faire quelque chose d'un peu plus, local et territorialisé, et faire que tout simplement que ce soit mouvant, que les peuples locaux forment des entités qui correspondent à leurs besoins à un instant T, et qui est besoin qui peut fluctuer, qui dépend aussi de la présence de différents types de populations qui adhèrent plus ou moins au projet. Voilà, on peut imaginer une organisation plus souple des territoires à l'échelle mondiale. Mais voilà, donc pour en revenir à ce problème algérien, qui encore reste un problème jusqu'à aujourd'hui, problème qui reste encore jusqu'à aujourd'hui, je vais essayer de vous le développer aussi, mais voilà, moi je revenais plus sur l'histoire. Tout a été fait pour déshumaniser les populations qui étaient présentes en Algérie. Par l'idée de la nation, par l'idée de soi-disant un retard technique ou un retard en aménagement, l'inexistence d'un état structuré, que viennent démentir à la fois les présences architecturales, parce que quand on se promène un petit peu sur Alger, Oran, toutes ces villes-là qui ont des médinas arabes, bien sûr, donc ça c'était... à la limite, les pieds noirs ne remettent pas en question la richesse des anciens royaumes arabes en Algérie, mais se disent qu'à l'époque ottomane, il n'y avait rien. Et donc, ce qui est totalement faux, puisque la continuité architecturale se retrouve. La ceinture, les fortifications d'Alger sont des fortifications ottomanes. La Casbah d'Alger est enrichie notamment avec le palais du Dey, et puis différents palais de différentes princesses, patati et patata, qu'on retrouve quand on va dans la Casbah d'Alger, qui sont magnifiques, hein. Donc je vous ai montré des photos déjà sur une page que je gère, qui s'appelle Des pays comme vous ne les imaginiez pas, où on voit effectivement différents palais. Ces palais sont très riches. Ces palais bénéficient de la spécificité de l'architecture ottomane, avec des encorbellements, et puis un aménagement sur des rondins de bois dans les fondements de ces structures-là, pour résister aux tremblements de terre. Et il faut savoir que
les différentes structures qui sont héritées de l'Empire ottoman sont des structures qui ont résisté au tremblement de terre, à l'inverse des nouvelles structures qui ont été créées à la fois par les Français et puis les nouveaux gouvernements algériens successifs qui se sont effondrés quand il y a eu des tremblements de terre. Donc tout ça est forcément lié à cette nouvelle économie, ces nouvelles pratiques, cette soi-disant modernité, qui en réalité est une espèce d'emballement sans réflexion autour de quelques technologies, alors que nous aurions pu profiter effectivement d'un grand projet. Voilà, alors on me dit que le fichier atteint sa taille maximale, donc je vais être obligé de vous refaire un enregistrement en continuité sur le sujet algérien, qui est un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, qui est un sujet qui est brûlant, c'est un sujet qui est à brûle-pourpoint avec la France. Les relations entre la France et l'Algérie sont des relations qui sont tendues et c'est tout à fait compréhensible. Tant que ce respect de l'Algérie ne se fera pas, effectivement, on restera toujours dans ce caractère très tendu, alors que les deux pays pourraient avoir des relations qui sont cordiales et des relations qui sont respectueuses. Mais une telle histoire, un tel déni, une telle déformation de l'histoire, un tel récit qui a été fait, forcément ne favorise pas beaucoup les choses. Et puis, dans l'état actuel de la situation, on a toujours cette population algérienne, ces immigrés algériens présents, immigrés oui, ces descendants d'immigrés algériens présents en France, qui subissent toujours cette image-là, qui subissent toujours qui a été étendu aux autres populations maghrébines par, on va dire, extrapolation, mais principalement sur les descendants d'origine algérienne, vraiment cette spécificité d'un mépris particulier, d'une déshumanisation ouais, qui les disqualifie à plein niveau et qui fait que voilà, mais je vous en parlerai plus abondamment dans la suite de cette vidéo. Voilà, alors suite et fin de l'histoire algérienne. Donc le parallèle entre, encore une fois, les Algériens par rapport à la France et les Nord-Américains, et que en France, on n'a aucun problème avec les races. Ça, c'est ce qu'on entend de partout. Il n'y a aucun problème en France. Allez voir aux États-Unis, voir comme les gens sont traités, etc. En réalité, ce problème-là, ne serait-ce que de l'entendre dire comme ça, on voit bien qu'il y a un déni complet de la part des gens, de la part des structures officielles, de la part de ceux qui forment la pensée, et bien sûr toute cette sphère, cette fachosphère qu'on appelle, qui se plaît à remuer le couteau dans la plaie par rapport à l'Algérie, au lieu d'adopter une posture, on va dire, plus modeste, qui pourrait être utile en plus en ces temps d'approvisionnement de gaz, de montrer un peu plus de souplesse par rapport à l'Algérie. Et donc cette fachosphère qui se complaît à remuer le couteau dans la plaie, à titrer des choses comme est-ce que l'Algérie était une nation ou est-ce qu'elle ne l'était pas. Donc, je vous rappelle, on s'en fout complètement. Les peuples qui habitent un pays depuis des milliers d'années ont légitimité à être libres dans ce pays-là, sans qu'on vienne les faire chier, et puis surtout sans qu'on vienne les coloniser à leur détriment et qu'on réduise leur capacité à pouvoir autogérer leur pays et autogérer leur avancée technique, technologique, infrastructurelle, scientifique, etc. Parce que c'est ce qu'aurait pu faire le choix de l'Algérie, c'est ce qu'aurait pu faire comme choix l'Algérie, une Algérie qui serait affranchie de l'Empire ottoman, puisque c'était aussi la voie qu'elle prenait, puisque de nombreux pays se sont affranchis à cette époque-là de l'Empire ottoman. Donc une Algérie qui aurait fait les choix qu'elle aurait voulu. Je veux dire, de nombreux pays européens sont arrivés au milieu et à la fin du XXe siècle, encore dans un état de sous-développement industriel et technologique. Hein. On prend le cas de l'Albanie, on prend le cas de certains pays, certaines zones de la Yougoslavie. L'Espagne encore, l'Espagne a vraiment attendu 1970 pour amorcer un développement technologique et économique. Le sud de l'Italie, qui est longtemps resté le Mezzogiorno, qui est resté longtemps une zone de sous-développement. Voilà, et puis bon, on pourrait bien sûr multiplier les exemples. Donc voilà, il n'y avait pas plus de légitimité à envahir l'Algérie qu'il n'y avait de légitimité à envahir l'Italie ou ne serait-ce que tout autre pays. Donc on va avoir ce travail de déshumanisation de ce récit qui est raconté. Et puis
les Algériens qui sont venus en France ont déjà connu des conditions qui sont très difficiles, qui ont été racontées, notamment au travers des différents documentaires. Celui de Yasmina Benbigui, mais je ne me rappelle plus du nom, qui fait parler ces populations-là. Il y a l'idée aussi que quand ces populations-là s'expriment, eh bien, de suite, on les qualifie de gens qui se plaignent, des gens qui se plaignent trop, des gens qui pleurent tout le temps, etc. Et bon, c'est un peu le propre d'une partie de notre civilisation quand elle ne veut pas écouter le malheur des autres, quand elle veut être indifférente au malheur des autres. Alors elle va qualifier l'autre de géniard, elle va qualifier l'autre mais ne change rien à la situation et à ce qu'elle fait et à ce qu'elle réalise comme oppression. Et donc le peuple algérien, quand il est arrivé en France, déjà a été les peuple algérien, les immigrés algériens, excusez-moi, quand ils sont arrivés en France et qu'ils ont été appelés en tant que main-d'œuvre, parce que ça aussi, ça a été une partie du problème, c'est-à-dire que dans un premier temps, à l'indépendance algérienne, les Algériens ne voulaient pas venir en France, il n'y avait pas de volonté particulière des Algériens à vouloir venir en France. Et donc il y a eu ces bureaux de recrutement qui ont été montés un peu partout en Algérie et qui appelaient des travailleurs à venir en France. Comme ça a été raconté, je crois, dans le documentaire de Yasmina Benguigui, on a des gens qui signaient des documents et en se disant qu'ils vont aller travailler peut-être à Alger ou qu'ils allaient travailler dans les grandes villes, et qui en fait se retrouvaient à prendre le bateau et aller travailler en France. C'est des gens qui venaient de la montagne, de campagnes très reculées, qui ne savaient pas lire ni écrire, qui ne savaient même pas au-delà de ski, comme peut-être certains le font peut-être aujourd'hui encore dans les montagnes, je ne sais pas, mais ne savaient même pas ce qu'il y avait au-delà de leur montagne et ne s'attendaient pas du tout. Pour eux, quand ils sont arrivés en France, ça a été effectivement un choc, mais quelque part, voilà, sortir de la montagne a déjà été un choc, rencontrer d'autres langues aussi, puisque souvent ils parlaient des parlers berbères. Et que donc voilà, quand ils sont arrivés, ça a été le choc, différents chocs, différents passages, le passage par Alger, le passage par Béjaïa, le passage par Oran, et pour arriver en France. Et donc ça a été voilà, différents chocs. Et donc ensuite on a été parqués dans des conditions qui étaient vraiment indignes, puisqu'ils étaient parqués dans des bidonvilles. Il faut savoir que là où ils vivaient, généralement c'est dans des villages, même si c'était des villages qui ont dû être reconstruits, puisque bon, non seulement déjà les dégâts de la guerre, puisque la guerre s'est principalement déroulée dans les montagnes, les dégâts de la guerre et puis les différentes occupations aussi coloniales qui ont détruit certains villages ou ont occupé certains villages. Et donc voilà, ils vivaient quand même dans des conditions qui étaient différentes. Ils avaient leur maison et là, se retrouvaient dans des bidonvilles en France. Et ensuite, découler les différentes évolutions des politiques publiques qui ont transformé ces bidonvilles, dès donc la loi sur la destruction des bidonvilles et qui ont aménagé les grandes tours en T ou en bar ou en T, qui ont ensuite créé ces phénomènes de ghetto urbain, c'est-à-dire qu'il y a évidemment ce rapport à l'autre pendant déjà toute l'époque coloniale, on le sait, les colons n'ont pas vécu avec les indigènes, avec les populations locales, ils n'ont pas vécu avec eux, ils ne se sont pas mêlés aux populations. Il y a eu toujours cette distanciation, il y a eu nous, il y a eu eux, il y a eu nous supérieurs, il y a eu eux inférieurs, il y a eu tout ce rapport-là en fait, et qui reste encore dans les esprits jusqu'à aujourd'hui, qui n'en démord pas. Et c'est ça que j'essaie un petit peu d'expliquer déjà par rapport à la population algérienne, un peu par rapport à toutes les populations immigrées, qu'elles soient de couleur ou qu'elles ne soient pas de couleur. Et donc voilà, on a cette évolution des politiques publiques qui s'est faite avec ces ghettos. Ensuite, on est venu reprocher aux gens de vivre dans des ghettos et d'être des pauvres finalement. Donc ce mépris qui se continue à tous les niveaux. Effectivement, dans les ghettos, on a eu ces problèmes sociaux, on a eu ces gens qui, acculturés, développaient une autre culture. Leurs enfants n'ont pas reçu la culture de leurs parents, qui est une culture de montagne. Leurs parents étaient en montagne ou à la campagne. Certains venaient peut-être de la ville, mais plus rares. Donc, il n'y avait rien à retransmettre. Il n'y avait pas de plantes à faire découvrir, il n'y avait pas de techniques agricoles à faire découvrir, de techniques d'apiculture, je ne sais quoi, par rapport à ce qu'ils faisaient de culture de l'olivier. Voilà, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait des bars hantés et il y avait un travail ouvrier.
Et les enfants de ces ouvriers-là ont créé leur propre culture urbaine, culture des ghettos, qui ont reçu une influence de la culture urbaine et des ghettos des États-Unis. Et donc, cette évolution-là, c'est faite. Mais les gens oublient, en fait, toutes ces évolutions-là. Parce que les gens ne fonctionnent pas par le savoir, ne fonctionnent pas par la raison. Ils fonctionnent par la passion, par l'émotion. Et ces émotions-là sont souvent des émotions négatives. Ces émotions de mépris qui ont continué jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, on a, pour continuer sur l'évolution de cette histoire urbaine, donc on a ces ghettos-là qui se sont formés. Ensuite, il y a eu le chômage la crise des années 70, 80, chômage, on va dire, systémique du capitalisme. Le capitalisme qui crée des crises pour pouvoir entretenir une main-d'œuvre pas chère, pour pouvoir limiter les progrès sociaux. Et donc, on a cette évolution dans les années 80 voilà, des ghettos urbains dont les gens n'arrivent pas à sortir parce qu'il n'y a pas d'ascenseur social, et évidemment. On a des services publics qui sont pas du tout de la même qualité dans ces ghettos-là. On n'a pas de mixité, évidemment, puisque les Français ne risquent pas les Français de souche ne risquent pas de se mélanger avec ces gens-là. Voilà, il y a toujours dans l'esprit cette idée, ce mépris, ces gens-là. Et ce mépris de ces gens-là a poursuivi, parce que c'était la population immigrée principale, non européenne principale, ces gens-là. Quand on parle souvent et on compare l'immigration espagnole et italienne, comme quoi ce serait une immigration plus intégrée parce qu'en plus ce sont des chrétiens, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des chrétiens. Ce sont surtout des gens qui, à la base, n'ont pas été colonisés. Il n'y a pas eu cette continuité du mépris entre l'époque où ils étaient colonisés, où on avait un mépris envers eux, et puis l'époque où ils sont venus en France, où ce mépris a continué dans les esprits. Il faut savoir que l'éducation, c'est pas seulement apprendre des choses sur le banc de l'école. L'éducation, c'est ce qu'on se retransmet par l'exemple, tout ce qui est tacite, tout ce qui est non dit, cette retransmission de manière d'être, cette retransmission de discours, cette retransmission de façon de parler aux gens, cette retransmission de toute une culture tacite. La majorité de notre éducation provient d'une culture tacite, elle ne vient pas d'une culture écrite. Elle provient de l'exemple de ce que les autres nous montrent autour de nous. Et cette continuité de mépris à l'époque coloniale, cette continuité du rapport qu'avaient les Français et les colons pieds noirs par rapport aux populations algériennes, s'est retransmise, et s'est retransmise et dure jusqu'à aujourd'hui. Elle s'est étendue par extrapolation à d'autres populations, mais le plus gros problème qu'a la France aujourd'hui, c'est avec l'Algérie. L'Algérie qui était son miroir en Méditerranée, c'était un peu comme la France et l'Angleterre, sauf que la France n'a jamais soumis l'Angleterre, mais que la France a soumis l'Algérie, et que ce miroir-là, elle ne veut pas le voir. Ce n'est pas pour elle les ressemblances que la France peut avoir envers l'Algérie, elle ne peut pas s'y réfléchir dedans, puisque c'est un pays qui a été dominé, puisque c'est un pays qui est sorti de l'humanité à une époque, dans l'esprit des Occidentaux, et qui a été une rupture par rapport au passé. Je refais un tout petit aparté par rapport à l'époque de la colonisation de l'Algérie, de l'invasion de l'Algérie. Il faut savoir qu'une justement parce que je reviens sur cette idée-là, une des justifications a été qu'il se pratiquait au 19e siècle et au 18e siècle, pas au 19e siècle, oui, début du 19e siècle, 18e siècle, 17e siècle, ou non, peut-être pas autant, juste un siècle, la traite d'esclaves blancs. Alors, on va revenir sur cette traite-là. D'une part, c'est encore une fois une notion qui a été inventée en Europe et puis inventée dans la fachosphère aussi, et les pieds noirs aussi qui ont véhiculé ces trucs-là. C'est quelque chose d'assez récent, hein, cette idée de traite d'esclaves blancs. Je pense qu'en tout cas ça a été cristallisé d'une certaine manière. Il n'y avait pas de traite, du moins cette notion de traite d'esclaves blancs n'a jamais été prononcée comme telle, et ni même conçue comme telle de la part des États d'Afrique du Nord, de la régence d'Alger, celle de Tunis, de Tripoli ou bien du Royaume du Maroc. Jamais ça n'a été le cas, puisque les populations d'Afrique du Nord sont blanches, étaient blanches, et se considéraient comme telles, étaient considérées
comme tel durant toute l'histoire, jusqu'à arriver à cette époque coloniale où on a une Europe qui semble prendre des distances et se considérer comme blanche supérieure, toute seule, et il n'existerait que des blancs chez elle. Et encore que cette notion de blancheur soit totalement ridicule et relative, hein. Effectivement, les populations d'Afrique du Nord ont des variations de ton, comme en Espagne ou en Italie ou même en France. On a des populations plus ou moins bronzées, etc. Mais des populations qui sont d'un type équivalent, puisque c'est des types, on va dire, entre le Caucase et les populations sémites, on a des types qui sont vraiment très proches. Et puis, l'Algérie étant un melting pot de différentes choses, on a des populations de type qui sont proches de celui du type européen. Et donc, cette traite des Blanches est vraiment encore une fois, une invention qui a... Alors, il y a eu une traite des esclaves qui a été faite puisqu'il y a eu cette époque des captifs. Mais jamais les Algériens ont qualifié plus de ça. Ils n'avaient pas une volonté manifeste de faire des captifs blancs. C'est juste qu'en face d'eux, il y avait l'Espagne, il y avait la France, il y avait l'Italie et des populations qui s'enrichissaient. Et donc, il y avait des captifs qui étaient faits. Mais l'Algérie, encore une fois, n'était pas seul pays à pratiquer les captifs puisque l'Espagne et la France avaient aussi cette politique de pratique des captifs. Et que c'était tout simplement des pratiques en Méditerranée qui se faisaient, mais à un moment donné, on servait de justification pour construire une image spécifique sur tel pays qu'on avait envie de conquérir. Enfin, de toute façon, cette histoire de traite des Blanches a été vraiment un motif vraiment secondaire qui est plutôt d'invention récente. Donc voilà, ça a été encore une fois, c'était l'aparté sur la justification de l'invasion de l'Algérie. Donc voilà, on se retrouve en retour au XXe siècle et puis cette avancée sur le XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, les années 80, évolution du phénomène urbain. Donc cette continuité un petit peu de ce rapport qu'avaient les Français par rapport aux populations originaires d'Algérie, qui s'est extrapolé à d'autres populations et donc qui a évolué comme ça avec ce phénomène urbain, avec un chômage qui est devenu explosif, où leurs parents étaient ouvriers et qui eux n'ont plus trouvé de débouchés même en tant qu'ouvriers, et qui n'avaient plus de débouchés même en tant qu'ouvriers. La France qui essayait de résoudre son problème de chômage endémique qui était très fort, un chômage endémique qui était très fort et qu'elle devait résoudre, et donc qui a privilégié les chômeurs français qui se présentaient, et dans les populations des quartiers, d'une part de nombreuses industries partaient, donc certaines main d'œuvre n'étaient plus du tout utiles, qu'elles soient immigrées ou qu'elles soient françaises, certaines main d'œuvre étaient plus du tout utiles, et donc on a eu de toute façon l'évolution d'une société où le chômage était prédominant, où on a atteint les 3 millions de chômeurs, et le phénomène des quartiers s'est accentué. En plus, auquel se rajoute une espèce de débilitation de la société de consommation, où les gens se sont juste occupés de consommer, où on a eu effectivement cette politique que certains qualifieraient d'assistanat, mais qui est une politique comment dire, de paiement, de filet de sécurité pour les populations les plus pauvres, mais qui était aussi à la fois un enfermement. Je ne rejoins absolument pas cette idée d'assistanat, qui est cette idée de mépris des gens de droite, mais par contre sur l'idée qu'effectivement le RSA et le RMI, n'étant pas suivis par une véritable politique de réindustrialisation et puis concevoir l'économie française de manière à subvenir aux besoins de la population, et donc concevoir une économie qui produirait pour la population, sortant du système concurrentiel à fond, et donc qui fournirait de l'emploi pour tous, vers les industries, de nouvelles industries qui seraient créées pour le marché français, etc., sans aller sur l'idée du local que je promeux souvent. Et que donc voilà, on a ce système-là dans lequel on continuait ce phénomène urbain qui se sont aggravés par une débilitation de la société, où les gens des populations urbaines sont passés alors bien qu'il y ait beaucoup de gens qui sont éduqués aujourd'hui, qui ont fait des études et qui viennent de ces ghettos urbains, et certains bien sûr ont réussi, il y a eu des ascenseurs sociaux, mais très faibles en réalité. Le pourcentage est ridicule, c'est-à-dire quand on regarde le nombre de gens qui ont réussi, qui sont issus des quartiers, le pourcentage est ridicule. Et donc on se retrouve toujours par rapport à ce phénomène-là qui est endémique et
et qui touche les quartiers, les ghettos urbains, et dont on risque pas de sortir de toute façon, puisque la conception de l'économie reste toujours la même, c'est-à-dire satisfaire les majors et satisfaire les multinationales, et ne pas concevoir l'économie de manière plus géographique, plus localisée, plus en rapport avec créer une boucle virtueuse entre production, consommation, système de distribution, et faire qu'on ait des ensembles comme ça qui soient créés. Mais pour ça, il faudrait qu'on sorte d'un système où ce soit les multinationales qui créent des couloirs d'économie, et qu'on fige, c'est pas qu'on fige, mais qu'on ancre l'économie sur le local, avec quelque chose qu'on ancre sur le local, ou que ce soit le national, peu importe, mais qu'on ancre cette économie, qu'on ait une vision de cette économie de manière circulaire, qui emboîte des choses, mais qui soit organisée, qui soit maîtrisée, et c'est pas du tout le cas à l'heure actuelle. Donc bien sûr, on se retrouvera toujours avec ces problèmes-là. Donc voilà, et moi ce que je vous encourage à faire, bon, généralement je fais peu d'encouragement à la fin de mes vidéos ont quand même toujours une raison, c'est de recréer des ponts avec ces ruptures qui ont été créées entre différentes humanités. Et si je parle de l'Algérie, c'est parce que voilà, la population algérienne est quand même en pourcentage assez importante en France, peut-être 1, 2, 3% de la population, et donc est présente un peu partout sur le territoire. Et ces deux humanités, entre une population entre guillemets française de souche ou européenne de souche, et la population algérienne, méritent effectivement de pouvoir s'unir, et pouvoir se voir autrement que ce qu'elle se voit à l'heure actuelle, pour recréer des ponts d'humanité et se redécouvrir autrement, parce qu'il y a vraiment toute une richesse, parce que moi j'ai fait la découverte du peuple algérien et de la civilisation, de la culture algérienne, et je trouve que c'est vraiment une civilisation et une culture formidable, moi, qui me donne envie. Malheureusement, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'était un endroit où il ferait un petit peu trop chaud pour moi, mais voilà, voilà. Donc, à très bientôt pour une prochaine vidéo.